Bonjour à chacune et chacun. Je remercie la présidente de son introduction et vous dire à quel point je suis très très heureux d'être avec vous. Je me suis mis debout pour bien vous voir, profiter de votre présence. Une année s'est passée depuis, je crois, la dernière intervention que nous avions faite sur Amiens, si je ne me trompe pas. Vous étiez également présent, monsieur. Et effectivement, nous voyons, et la différence avec Amiens est assez importante, que la crise s'éloigne puisqu'il n'y a plus une seule personne avec un masque dans cette salle. Et donc c'est effectivement important de pouvoir le réaliser tous ensemble. Si une, j'en vois une. Non, mais c'est très important que les personnes aussi qui pensent qu'il est mieux pour elles-mêmes ou pour les autres de porter un masque puissent le faire, et c'est peut-être ce qui changera dans notre culture. Il y en a même deux maintenant, je regarde mieux. C'est ce qui changera peut-être dans notre culture de la prévention dans ce pays. Souvenez-vous que pendant ces périodes où nous avons eu la Covid, il n'y a eu aucune grippe dans les Hauts-de-France pendant 2 ans complets, et qu'il a suffi de lever les mesures barrières le 14 mars pour voir apparaître à nouveau, et de façon très décalée, cette épidémie saisonnière. Je voulais vous dire aussi que je n'ai pas levé la main quand vous avez posé la question de savoir qui avait donné son sang récemment. Moi, je suis interdit du don de sang. C'est quelque chose qui m'a été imposé après une maladie assez lourde dont j'ai été traité. Et du coup, je ne peux plus donner mon sang, ce que je regrette évidemment, ne serait-ce qu'à titre aussi d'exemplarité. Mais c'est aussi, pour moi, le sujet du don de sang, c'est aussi celui de la loi de 2016, qui représente beaucoup l'équité en matière de dons, puisque cette loi, qui a été une initiative parlementaire lorsque la loi de Madame Touraine a été présentée à l'Assemblée nationale, a inscrit sur le Code de santé publique le fait que nul ne peut être écarté du don de sang en raison de ses orientations sexuelles, puisque à l'époque, les hommes qui avaient des relations sexuelles avec les hommes étaient ajournés à vie pour cette question du don de sang. Et aujourd'hui, vous le savez, après une période de 12 mois que nous avions installée avec Mme Touraine à l'époque, puis 4 mois, on est aujourd'hui passé à 0 mois. Et donc c'est la qualité de l'échange lors du don de sang, donc la confiance qui est faite à celui qui donne, qui importe, bien sûr plus les tests viraux, mais vous le savez, les tests viraux ont une période muette de quelques jours, qui fait qu'il y a une période à risque pour des personnes qui ont des comportements considérés comme à risque, d'où l'importance de cette confiance lors du questionnaire et lors de l'échange avec le professionnel de santé qui recueille ces informations. Cette confiance, elle est assez typique de ce qu'est le système de santé, puisque des personnes vont recevoir le sang de ceux qui l'ont donné, et tout le monde, donc toutes celles et ceux qui s'engagent sur ce don de sang, il y a l'idée que le sang que vous allez donner va être utilisé par une personne, d'où cette conscience de l'importance de l'acte, du risque éventuel. Ce que j'indiquais précédemment, c'est-à-dire le cumul du questionnaire, de l'échange et des tests viraux n'élimine pas tout à fait le risque, d'où un suivi qui est fait en post-don. Et donc c'est une vigilance qui nous appartient et qui est collective, et c'est à mon avis le sens même du système de santé qui est bien représenté par cette loi et par son application aujourd'hui. D'une certaine façon, quand vous en parlerez certainement aujourd'hui, mais quand vous donnez vos propres informations de santé, vous contribuez aussi à enrichir le système au travers des données numériques de santé, et c'est un peu un équivalent finalement au don de sang. Vous donnez vos informations personnelles, elles sont évidemment anonymisées et transformées par le Centre national des données de santé, mais ça permet, à l'intérieur de cette banque, comme la banque de sang nationale, à l'intérieur de cette banque de données, de pouvoir faire un certain nombre d'analyses sur l'impact de certains médicaments, l'impact de certaines prises en charge, le caractère positif, les effets moins positifs. Ça peut même permettre de commencer des études épidémiologiques lorsque le numérique est utilisé de façon territorialisée, et de mettre en face de territoires et de comportements de santé des résultats d'ordre épidémiologique ou sanitaire. Donc ces données sont très très précieuses, mais elles nécessitent qu'il y ait une prise de conscience de l'ensemble des usagers, des pertinences de ces données, et le fait qu'en y contribuant, on enrichit un système
et qu'on ne travaille pas que pour soi-même. Quand on va remplir mon espace santé, on investit pour sa propre santé, comme on pourrait le faire à titre de prévention avec la qualité de la nutrition, avec l'activité physique, avec l'absence de comportements addictifs le plus possible. Et donc faire attention à sa santé. Quand on enrichit mon espace santé, c'est aussi ce qu'on fait. Mais on fait plus que ça. En fait, on peut nourrir un système d'information collective qui peut permettre de prendre des décisions appropriées et de regarder au cours du temps l'efficacité de politiques publiques tournées vers la santé. Donc c'est un dispositif très riche, encore faut-il se l'approprier. Donc se l'approprier, ça veut dire comprendre ce qu'il est, être capable de l'utiliser. Donc il y a des efforts très importants de l'assurance maladie et on les remercie ici de leur engagement sur des campagnes qui vont se renforcer, aussi bien auprès du public que des professionnels de santé, donc en particulier bien sûr des médecins généralistes, mais évidemment pas seulement, pour que chacun comprenne comment convaincre les usagers que vous êtes, pour un grand nombre ici, et que nous sommes tous, par définition, d'utiliser cet espace santé pour soi-même et pour les autres. Donc c'est un effort qui est très grand, qui est porté par la feuille de route du numérique en santé et par la direction du numérique en santé qui fait son tour de France d'ailleurs et qui est avec nous aujourd'hui et que je salue. Mais c'est un effort collectif très très important sur lequel le gouvernement actuel a évidemment, comme vous le savez, beaucoup investi. Et ce sont des sommes qui sont très très grandes, de l'ordre de 2 milliards d'euros qui ont été mises en place pour permettre l'appropriation d'outils numériques, le partage d'informations et l'installation de ces véritables plateformes permettant effectivement l'échange d'informations. Ces plateformes ont une caractéristique que je qualifierais de citoyenne et d'éthique, et donc il s'agira effectivement de respecter les éléments correspondant à cette démarche éthique, hein, comme on l'a dit pour un geste comme le don de sang, comme on peut le dire pour la recherche dans les établissements de santé, comme on peut le dire de la prise en charge en soins de tout un chacun. L'éthique gouverne nos pas et nos démarches, et donc il en va pour le numérique en santé comme il en va de ces différents éléments dont je viens de parler, et donc votre vigilance sur ces questions est évidemment très grande, et je pense que ce sera un des sujets qui sera abordé aujourd'hui, sans doute avec Robin Kremer, qui a été président de l'espace éthique régional, mais aussi sans doute Pierre-Marie Coquet, qui a été mentionné tout à l'heure, sans oublier les représentations d'usagers, notamment France Assos Santé, que je salue, et dont je salue Pierre-Marie Lebrun, son président, qui avait organisé à l'occasion de la loi Kouchner, en tout cas de l'anniversaire de la loi Kouchner, tel que rappelé par Martine tout à l'heure, une visioconférence très intéressante à laquelle étaient présentes Christian Saout et quelques autres invités. Christian Saout qui avait beaucoup connu ces questions de transmission virale par le sang et donc qui était un des protagonistes importants en termes d'action pour le sida. Il a été président d'AIDE en son temps, avait beaucoup insisté sur tous ces éléments relatifs à l'éthique dans les prises en charge sanitaires qui sont les nôtres. Donc je pense que vous partagerez beaucoup de ces sujets pendant cette très belle journée, sur des sujets qui sont des sujets à la fois de conviction humaine, humaniste, citoyenne, mais aussi technique, technologique, innovante, et ça ne peut pas être oublié, les deux sont véritablement tout à fait intégrés. Je voudrais terminer sur cette question du numérique et de la territorialité, puisque Martine Lefebvre a indiqué qu'il était important de tirer bénéfice d'expériences locales. Et je crois beaucoup, et c'est une idée qui se développe évidemment de plus en plus, à cette version très régionale des actions en santé. C'est un des sens forts du métier de directeur d'ARS et donc d'une stratégie portée par l'agence, au travers notamment de son programme régional de santé. Mais vous savez que dans cette région, on a mis un poids assez lourd dans le numérique depuis 2018. Gwen Marquet, qui est avec nous ce matin,
beaucoup travaillé avec l'agence et le groupe d'intérêt public santé numérique sur la mise en place au moins du projet Prédis au tout début, puis il y a d'autres actions qui se sont ensuite associées, qui essayent de regrouper de très nombreux professionnels du sanitaire et du médico-social, de l'hôpital, de la ville et de toute forme d'action en matière de santé dans la région. Et donc ce projet unit des territoires entiers pour coordonner les acteurs. Et nous avons aujourd'hui, de façon tout à fait régulière, plusieurs fois par mois, des réunions d'animation territoriale du numérique en santé, dont les objectifs sont à la fois de favoriser le parcours des personnes, donc de faciliter leur accès aux soins, de l'accélérer, et dans ce sens-là, d'améliorer l'espérance de vie, d'améliorer le pronostic, de diminuer les complications, mais aussi de favoriser l'installation de données numériques territorialisées susceptibles à la fois de faire un diagnostic territorial populationnel et de prendre les bonnes décisions vis-à-vis de ces diagnostics territoriaux qui sont observés. Dans ce cadre-là, nous travaillons aujourd'hui sur le cancer, et donc la feuille de route cancer pour 10 ans qui sera lancée à l'automne dans la région, bénéficie de cette vision territorialisée et du rôle du numérique pour accélérer la coordination des acteurs et enregistrer des informations clés par rapport aux décisions en santé qui sont à prendre. Mais nous travaillons aussi sur des sujets dont vous entendez parler au quotidien, comme les urgences, la néonatologie, la cardiologie, qui sont aujourd'hui des disciplines qui méritent toute notre attention, sans oublier, et ce n'est pas seulement pour faire plaisir à Martine Lefebvre, la psychiatrie, qui nécessite cette coordination d'acteurs toujours renforcée. Et donc ces actions territorialisées numérique santé sont, à mon avis, des exemples territoriaux et régionaux intéressants. Je ne veux pas dire innovants, parce que ça se fait aussi dans d'autres régions, bien évidemment, mais cette action qui s'est construite autour des acteurs spécifiquement, qui a été testée de façon très forte pendant la crise Covid, je pense est à même d'être installée de façon prospective dans le futur PRS, et ce sera sûrement un des sujets qu'on soumettra à la CRSA au travers du nouveau programme régional de santé que l'agence est en train d'élaborer avec ces différents groupes de travail. Voilà, j'ai été un peu long, pardonnez-moi, mais je pense que à la fois la journée telle qu'elle est intitulée, centrée sur l'éthique, centrée sur le numérique et sur ce que ça représente pour les usagers, me semblait susceptible d'évoquer quelques sujets assez forts que l'agence porte à l'heure actuelle, d'où le temps un peu long que j'ai pris pour faire cette introduction. Vous renouvelez l'attention qui est la mienne pour vos travaux, mon engagement auprès de vous, ma disponibilité et tous mes remerciements, et vous souhaitez une très belle journée.